Donc, je suis présentement avec Mathieu Arsenault, professeur d'histoire à l'UDM. Salut Mathieu. Bonjour. Je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on puisse parler d'historiographie. L'historiographie, je pense que c'est un sujet qui pourrait être juste mis un peu plus en lumière parce que l'idée que l'histoire est statique et stable, c'est quelque chose qui est comme un peu... c'est quelque chose qui est une idée qu'on a à partir de, comme au secondaire, qu'on apprend l'histoire, on apprend des dates, on apprend comme des événements historiques, mais l'histoire, c'est un peu plus dynamique que ça. C'est quelque chose qui s'écrit souvent, pratiquement en temps réel. Est-ce que tu pourrais juste premièrement, nous donner une définition de l'historiographie? Ben, c'est intéressant qu'on parle d'historiographie puisque tout le monde a fait de l'histoire, tout le monde a un intérêt limité ou très important pour l'histoire en tant qu'objet d'étude ou objet de divertissement même. Le simple fait de lire des livres d'histoire pour la culture générale, c'est quelque chose d'assez répandu. Mais on parle rarement de l'historiographie. Et d'ailleurs, quand on a un cours obligatoire d'historiographie au baccalauréat, souvent les étudiants, c'est la première fois qu'ils rencontrent le mot ou le concept. Alors, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est simplement l'étude de la façon d'écrire l'histoire. Donc souvent, on va résumer l'historiographie comme faire l'histoire de l'histoire, ou l'histoire de la discipline historique elle-même. Quelqu'un qui se définit comme un historiographe, c'est donc un historien qui étudie l'évolution de sa propre discipline. C'est un peu comme une mise en abîme, en fait. Ça peut poser des questions, disons, existentielles parfois. Ça place... en fait, l'historiographie a une place assez spéciale dans les sciences sociales, puisque, un peu à la manière d'un philosophe, si on veut, l'historien va réfléchir à la façon dont lui-même il s'inscrit dans le champ de sa discipline. Alors, comment se construit cette histoire et quels est, par exemple, les biais qu'un historien peut avoir, ou au contraire, qu'est-ce que la discipline peut apporter à une réflexion sur les sciences sociales ou sur la société. Puis l'étude de l'histoire, ça n'a pas toujours été. On n'a pas toujours réfléchi à comment on écrivait l'histoire. Quand est-ce que ça a commencé à peu près? Bien, c'est certain que lorsqu'on parle de l'histoire, comme on fait, toi et moi, on parle de l'histoire comme une discipline scientifique avec une méthode, avec, disons, des cadres. C'est pas simplement se raconter des histoires avec un petit H. Quand on parle de l'histoire avec un grand H, souvent on va penser à cette histoire, comme on l'entend en Occident, une histoire qui a évolué d'une certaine tradition qui remonte à la Grèce antique notamment. Alors c'est certain que toutes les sociétés puis tous les groupes ont leur propre façon de se raconter leur passé. On peut penser des exemples qui sont très, très connus, mais des mythologies, des légendes, les sagas par exemple chez les Vikings. Alors ce sont toutes des façons de se raconter un passé. Après, l'histoire comme on l'entend, c'est une évolution d'une certaine manière de écrire ce qui s'est passé, donc écrire les événements, qu'on peut rattacher un peu plus à la tradition des annales, par exemple, les annales grecques et romaines, lorsqu'on prenait des notes des événements qui se sont déroulés, alors les événements qu'on considère importants, et c'est une chronique de faits ou d'événements avec des dates. Ce que les gens ont parfois en tête lorsqu'ils pensent à l'histoire, il faut apprendre des dates. Ben, ça, c'est plutôt une chronique, et puis l'histoire est dérivée de ça, c'est lorsque des auteurs comme Hérodote au 5e siècle ou Thucydide, également des auteurs grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, ont commencé à se poser des questions sur des événements. Alors on pense à un événement, on dit, c'est pas l'événement qui nous intéresse comme tel, mais c'est pourquoi l'événement est arrivé. Alors on lance une enquête. Le sens premier des histoires qu'écrivait Hérodote, c'était une enquête. Alors on voit une guerre et on se dit pourquoi cette guerre est arrivée. Donc l'objet de l'étude, l'événement, devient un peu le milieu, puisqu'on y cherche un avant et un après, donc des causes et des conséquences. Ouais, c'est ça. C'est les premiers qui ont commencé à aller sur le terrain puis poser des questions, comme ramasser des récits un peu, genre colliger des histoires, des affaires comme ça. Bien, il y a certainement une recherche. Quand on dit qu'il y a une enquête, il y a une recherche démêler le vrai du faux. Alors Hérodote en particulier, il va chercher à recueillir des témoignages. Thucydide, lui, en particulier, il va utiliser différentes sources, des sources orales, mais aussi des sources qui sont écrites, pour les croiser, les comparer, pour essayer de faire un récit vrai des événements. Alors c'est de ça que découle
disons, les origines de la discipline historique, qui a bien sûr évolué au fil du temps, et qui s'est adapté aux, disons, je dirais, aux priorités ou aux quêtes de sens de chaque époque. Puis quand nous autres, on regarde ça, Hérodote et... je sais pas mal prononcer son nom, c'est quoi, Thucydide? Thucydide, ouais. Quand on regarde, mettons, leur procédé, leur processus, est-ce qu'on peut... À quel point ils étaient proches de la vérité d'après nous? Mais eux étaient certains de chercher la vérité, hein, déjà, de se rapprocher le plus possible de la vérité, même que le concept de vérité en histoire a une longue tradition. On pourrait même parler du positivisme, hein, au 19e siècle, où justement on essaie de rapprocher le plus possible la discipline historique de la quête de la vérité, et donc d'écarter les faux témoignages, les oui-dire ou les ragots, pour aller aux sources. Bon. Et au 19e siècle, quand on dit aller aux sources, c'est vraiment les sources manuscrites, les archives, le papier, des choses qu'on considère qui ne mentent pas, vous voyez, et qui sont fixes. Bon. Maintenant, au 20e siècle, la discipline a évolué. On parle beaucoup moins de la scientificité de l'histoire comme on l'affirmait au 19e siècle, mais on parle plus de la discipline historique dans le sens qu'il y a une méthode qui tend vers la vérité, mais il y a toujours une part de subjectivité, puisque l'historien s'inscrit dans son présent, dans son contexte. Il pose des questions, il y a un regard sur les archives qui est teinté, comme dans toutes les sciences d'ailleurs, mais qui est teinté par son contexte de production. C'est ça. Fait que quand on lit les vieux écrits, nous autres, on est plus capable de déceler. Comme ces biais-là, j'imagine. Ben, c'est-à-dire que, généralement, aujourd'hui, à cause de la formation qu'on donne aux historiens professionnels, ils sont plus alertes à leurs propres biais ainsi qu'aux biais dans les documents. On va toutefois toujours regarder un document ou une source, quelle qu'elle soit, avec un regard qui est contemporain, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va lire une archive du 19e siècle et on va être très, très attentif à certaines choses qui peuvent nous paraître importantes pour les questionnements qu'on a aujourd'hui, alors qu'il y a 50 ans, un historien regardait ces sources-là et il voyait quelque chose de très différent. On pense seulement à l'histoire environnementale. Aujourd'hui, on est très intéressé, c'est un champ qui est important, on a des questions, on a des anxiétés sur l'avenir du climat. Lorsqu'on regarde le journal d'un paysan breton au 16e siècle et qu'il note la récolte, les années de la récolte ou les événements climatiques, ben, ça peut paraître des données complètement insignifiantes il y a 50, 60 ans alors que ça ne nous intéressait pas, alors qu'aujourd'hui, on va prendre ces données et on va leur donner un sens, hein, on va les mettre en récit dans une histoire pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec le climat, où on s'en va, est-ce que les humains ont déréglé le climat, etc. Oui, c'est super intéressant. On va y revenir peut-être un peu tantôt, mais j'aimerais juste poser une autre question, comme par rapport à probablement les origines de l'histoire telle qu'on la conçoit présentement. C'est sûr que c'est un peu c'est eurocentrique quand on parle de comme la discipline historique telle qu'on la connaît, parce que ça se développe à partir des Grecs anciens puis de l'Europe, mais ce désir-là de raconter l'histoire, c'est comme, pourquoi on a commencé à faire ça? Quand on parle, pourquoi il y avait comme cette quête de vérité-là qui était historique dans avec des données de première main, quand, pendant un certain temps, pendant comme une grande partie de l'humanité, juste des récits mythologiques, c'était assez. Mm-hmm. Ouais, c'est-à-dire que se raconter soi-même dans le passé, c'est quelque chose qui est intemporel, et puis il existe encore aujourd'hui des versions, disons, plus organiques de ces façons de se raconter son histoire. On n'a qu'à penser aux légendes que la Société canadienne-française québécoise se raconte. Ça fait partie, ou les histoires orales, des histoires familiales, ça fait partie de ce genre de tradition que j'appelle un peu plus organique. Si on pense à l'histoire comme discipline, ben, son évolution nous montre aussi que le but de l'histoire comme science a évolué. Au Moyen Âge, on cherchait souvent à trouver les origines divines, de l'action divine, de la providence dans les actions des hommes. Alors les chroniques, les hagiographies, hein, ces vies des saints qu'on écrivait à l'époque, servaient à édifier la population et à montrer la véracité ou les manifestations
de l'action divine sur Terre. Lorsque le matérialisme historique entre en ligne de compte au 19e siècle, on pense à Karl Marx par exemple, bien, on va changer cette philosophie de l'histoire et c'est pas tellement l'action divine qu'on va chercher à montrer, mais plutôt, disons, le sens de l'histoire qui va vers une révolution du prolétariat et les lendemains qui chantent du communisme, par exemple. Hein? Donc, on a cette instrumentalisation de l'histoire, on va regarder les faits historiques pour essayer de démontrer quel est l'aboutissement normal ou supposé de cette histoire. Alors, des formes de philosophie de l'histoire comme ça, il en reste encore des traces. Même, on n'est plus aussi inféodé dans la discipline historique à la philosophie de l'histoire. Mais il en reste certaines traces. Si on pense à une histoire qu'on appelle l'histoire nationale, le récit national, bien, dans certains cas, si on prend le cas du Québec, par exemple, la souveraineté est vue comme l'aboutissement logique ou normal d'une histoire qu'on fait remonter à la Nouvelle-France, aux Patriotes et des choses comme ça. Dans d'autres cas, si on pense à quelqu'un comme Francis Fukuyama, qui a écrit sur la fin de l'histoire et le dernier homme, pour lui, c'est l'avènement de la démocratie libérale qui est devenue la fin de l'histoire. Alors là, on n'est pas dans le marxisme, hein, on est un peu dans la logique opposée. Alors, il y a cette dynamique-là, et cette dynamique-là, elle est inhérente à la mise en récit de l'histoire. Alors, on peut tendre le plus possible vers l'objectivité, mais comme toutes les disciplines et les sciences où il y a une mise en récit, une écriture, bien, il y a une part d'interprétation, il y a une part de travail artistique là-dedans. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire, c'est pas seulement une science, hein, c'est une discipline historique. J'aimerais ça qu'on parle un peu juste du marxisme, puis c'est quoi, c'est le réalisme historique, c'est ça? Le matérialisme historique. Le matérialisme historique. Je me mélange avec un autre livre qui est comme le réalisme capitaliste d'un auteur que j'oublie. Mais le matérialisme historique, moi, d'après ce que j'en ai entendu parler, d'après ce que j'ai ouï dire, c'est un point tournant dans l'histoire de l'humanité, dans la conception de certains écrits, puis comment on conçoit l'histoire. Mm-hmm. On connaît bien Marx pour son importance comme dans les sciences politiques, disons, puis dans des idéologies politiques du 20e siècle, même du 19e, mais au terme de l'histoire, si on regarde qu'est-ce que le matérialisme historique a apporté à la science ou à la discipline historique, c'est qu'on abandonne des concepts théologiques qu'on avait au Moyen-Âge ou à la Renaissance pour expliquer des phénomènes historiques, ou qu'on utilisait des phénomènes historiques pour expliquer le monde à travers des lunettes théologiques, donc avec l'action divine, pour regarder, étudier l'économie afin de comprendre l'histoire. Alors là, les sciences économiques et les sciences historiques se fusionnent pour chercher des explications aux phénomènes historiques. Et le nouveau moteur de l'histoire, ce facteur déterminant qui guide l'action du temps et des hommes, devient la lutte des classes. Alors, la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat est un facteur déterminant qui organise les événements selon le matérialisme historique, comme Engels et Marx peuvent l'utiliser, le développer. Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans ces paradigmes, sauf qu'il reste quand même un héritage de cette approche économique pour comprendre l'histoire, notamment à travers ce qu'on appelle l'école des annales. L'école des annales, c'est une vision de l'histoire qui s'est développée surtout en France, et puis qui a eu des échos partout dans le monde dans les années 60, 70 et 80, où là, on essayait de se rapprocher le plus possible de l'histoire quantitative, l'histoire sérielle, utiliser des indicateurs économiques comme des forces de l'histoire. On va penser des exemples classiques, par exemple la Révolution française. On va commencer à l'expliquer en fonction des crises économiques, des famines, des disettes, alors des actions politiques qui sont influencées par des phénomènes économiques. De la même manière que l'histoire environnementale aujourd'hui va dire la chute de l'Empire romain était due en tout ou en partie à des crises climatiques ou des dérèglements du climat. Vous voyez, donc ces facteurs, ces moteurs de l'histoire vont changer, mais on reste aujourd'hui, et encore aujourd'hui, l'étude de l'économie dans l'histoire a une place moins importante, mais quand même assez importante et demeure un facteur du travail de l'historien.
Ouais, parce que ça cherche des causes matérielles, j'imagine. C'est un genre de comme cause à effet où on a comme les mouvements de l'histoire ou des populations sont expliqués à travers autre chose que juste l'idéologie pure. C'est ça, on enlève un peu la place du politique, ou en fait, je devrais dire, on superpose l'analyse politique, analyse des mentalités, analyse des représentations que les gens se donnent d'eux et d'eux-mêmes, une couche économique, et on reconnaît l'impact des facteurs économiques dans l'orientation de l'action des hommes dans le temps, dans ce qu'on pourrait appeler dans l'histoire. Puis quand on crée l'histoire, quand on l'étudie, on a parlé un peu, il y a comme il y a des procédés pour faire ça. Les premiers ils allaient sur le terrain puis ils recueillaient des histoires. Est-ce qu'il y a comme une évolution de ces procédés-là? C'est quoi qui est fait généralement, soit à travers l'histoire ou présentement? Mm-hmm. Un grand tournant au 19e siècle que tous les historiens vont apprendre, c'est le livre L'Introduction aux études historiques de Charles Saint-Gobain et de Victor Langlois, où on nous disait que le document est à la source de tout. Hein, c'est une histoire qui était très positiviste. On veut se rapprocher le plus possible de la scientificité et on veut faire de l'historien un peu une machine à analyser les documents. Et quand on dit documents, à cette époque-là, on parle des archives papier. Aujourd'hui, on est quand même très loin de cela parce que l'archive sur papier demeure un outil important de l'historien, mais elle ne fait plus foi de tout et on va chercher à contre-valider, contre-vérifier qu'est-ce qu'il est dit sur les archives institutionnelles. Cette idée que l'archive était au centre de tout donne une histoire qu'on pourrait qualifier d'une histoire très bourgeoise, si on veut, ou des groupes privilégiés ou des institutions comme l'État qui s'écrivent, qui gardent des traces ou qui colligent des informations, mais avec ce qu'on appelle la nouvelle histoire ou l'histoire qui émerge dans les années 1970, on va chercher de plus en plus à représenter ou avoir accès à l'histoire des groupes marginalisés ou les groupes qui n'avaient pas, disons, de tradition institutionnelle de la conservation des archives. Pensez aux groupes ouvriers, des minorités racialisées, des communautés autochtones qui, bien qu'elles ont des traces de leur voix dans les archives coloniales, n'étaient pas les gens qui organisaient ces archives. Alors, on va essayer de balancer la surreprésentation du point de vue colonial en ayant recours soit à des lectures croisées d'autres archives, ou dans certains cas, pour une histoire plus récente, il y a les histoires orales qui sont très utiles, ou l'étude des légendes, des traces écrites de chansons, de données, quand on parle des données économiques, ça peut être aussi des données qui sont tirées du recensement, des choses comme ça, qui vont nous permettre de complémenter l'analyse documentaire. On n'y pense pas nécessairement tout le temps ou souvent, mais quand on parle de comme analyser des écrits, on va parler de analyser ou regarder ceux qui ont comme soit une maîtrise du langage, comme tu l'as mentionné, les bourgeois, ou les institutions qui sont là à l'époque. Il y a comme ce qui raconte une autre chose que les groupes marginalisés. Ça peut paraître comme une question un peu stupide, mais est-ce que la phrase que les gens sortent souvent, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, au Québec, on a un cas assez typique. Hein? C'est suivant le rapport Durham en 1840-41, quand la couronne anglaise envoie Lord Durham pour faire une analyse des rébellions, puis trouver des solutions pour empêcher que de telles révolutions se reproduisent au Bas-Canada à l'époque, ce qui est le Québec aujourd'hui. Il nous dit que, en fait, il fait rapport en disant que les Canadiens français, c'est une société sans histoire et sans littérature. Hein? Et puis, Xavier Garneau, qui est un des pères de l'histoire au Canada, va écrire l'histoire du Canada en réaction à cette vision ou à cette, prophétie qu'on était un peuple qui était voué à l'échec puisqu'on n'avait pas d'histoire, pas de littérature. Alors, si on regarde l'histoire de Garneau, on pourrait dire c'est l'histoire des perdants qui se racontent. Hein? Bon, la même chose
si on regarde une figure controversée, si on regarde Lionel Groulx, qui est loin d'être un historien qui est marquant aujourd'hui dans l'écriture de la discipline historique. On a plutôt un regard très critique sur les écrits de Lionel Groulx, mais en son temps, il est décédé dans les années 60, mais sa production historique, dans la première moitié du 20e siècle, était vue comme une histoire de conquête, la conquête de la société canadienne-française, malgré l'oppression que le Canada anglais et protestant surtout, pouvait lui faire vivre. Alors lui, il avait cette vision providentielle du peuple canadien-français, et il racontait le peuple canadien-français comme un peuple qui allait survivre malgré les épreuves. Bon, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des histoires racontées par des gagnants. De l'autre côté, il y a des interprétations qui se confrontent. Quand on pense à des historiens qui vont, comme Thomas Chappet, qui disait « La conquête a été providentielle au Québec ». Parce que lui, c'était un historien qui était conservateur, et il y avait une vraie hantise de ce que la Révolution française aurait pu amener au Québec si les Britanniques n'avaient pas conquis et la province ne nous avait pas mis à l'abri des dérives de la Révolution française. Alors, est-ce que lui, c'est une mise en abîme, comme vous avez dit au début de l'émission, de sa propre condition de coloniser, qui cherche à sublimer par cette vision un peu prophétique de l'histoire? Ben, peut-être, mais n'empêche que c'en est une interprétation. Et quand Thomas Chappet et Lionel Groulx, il y avait une très forte concurrence des interprétations en disant est-ce que oui ou non la conquête a été une bonne chose? Pour Lionel Groulx, ça a été terrible, mais on a survécu, alors que pour Chappet, ça a été merveilleux et ça nous a permis de nous épanouir. Aujourd'hui, des querelles comme ça, il y en a beaucoup moins parce que, disons, c'est une époque où l'idéologie dans l'histoire prenait une place beaucoup plus grande. Mais c'est à ça que l'historiographe sert. L'historiographe sert à regarder comment ces idéologies ont eu une place importante et comment ça s'est construit dans le discours historique. Mais juste pour faire une petite parenthèse, l'idée de la séparation entre les visions historiques du Canada et comme du Haut-Canada et du Bas-Canada, ou du Québec et du Roc, quand on parle de la conquête, c'est quelque chose qui est ressorti il y a quelques années quand... je me rappelle plus c'est quoi exactement qui se passait, mais il voulait comme changer un peu qu'est-ce qui était enseigné dans les cours d'histoire, puis comme un peu évacuer cette idée-là de la conquête dans certains cours d'histoire. Je me rappelle plus exactement c'est où est-ce que j'avais lu ça fait quelques années, mais est-ce que c'est encore pertinent de parler de cette différence-là de vision? Mais je crois que c'est pertinent de voir les différences. Déjà, je suis pas un des historiens qui va voir le Canada anglais comme un tout homogène, comme le rest of Canada. Je pense que il y a des grandes différences, des différences assez marquées entre les différentes sociétés Canada, entre les différentes provinces, puis même entre certaines villes. Là, si on prend Toronto aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec Toronto des années 60, où c'était une ville très britannique, alors qu'aujourd'hui, c'est très, très multiculturel et que la vision du Canada n'a rien à voir avec celle qui était défendue dans les années 60. Une fois que j'ai dit ça, c'est certain qu'au Québec, la majorité des gens ont une vision d'eux-mêmes qui est parfois mal comprise dans le reste du Canada et vice-versa. Quand on parle des deux solitudes, ça part de quelque part. Et je prends simplement l'exemple de la monarchie, qui peut paraître banal de ce côté-ci de la rivière des Outaouais, mais qui, lorsqu'on est en Ontario, par exemple, a une signification très importante, puisque les mythes fondateurs de la province du Haut-Canada sont inscrits dans ce loyalisme envers la couronne, cette arrivée des loyalistes qui ont refusé la Révolution américaine. Si vous allez sur l'autoroute, c'est l'autoroute de la reine Élisabeth. Alors, ces symboles-là de la couronne sont importants parce qu'ils ont participé à la fondation même de la province. Alors qu'ici, au contraire, quand je dis ici, au Québec, au contraire, il y a une opposition envers ce symbole-là. Il y a une réaction très forte. Et puis même les gens qui sont fédéralistes sont souvent un peu désarçonnés devant l'idée d'être monarchiste ou d'être très attachés à la couronne britannique. Les derniers nationalistes canadiens-français qui avaient un attachement à l'Empire et à la couronne britannique, c'est des gens comme Wilfrid Laurier, par exemple,
qui avaient un attachement à leur britannicité en tant que Canadiens français. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils chérissaient les institutions comme la monarchie constitutionnelle, qu'ils voyaient comme beaucoup plus modérée qu'un républicanisme américain, par exemple. Mais ça demeurait quand même des gens qui avaient un attache envers le Canada français. Bon, depuis les années 1960 au Québec, hein, on est très ancré dans la territorialité. Le nationalisme québécois rejette l'impérialisme britannique et canadien. Et à ce titre-là, le monarchisme n'a pas sa place. Alors, il y a cette rupture, et puis je crois que l'étude de l'histoire l'explique, hein, la rupture entre ces deux visions. Ouais, c'est quelque chose qui est... D'un point de vue, juste pour parler comme de la monarchie, il y a le point de vue souvent que je vois des gens comme des souverainistes, c'est que comme pourquoi on devrait célébrer une monarchie étrangère à ce qui est de nous. Ça, c'est une conception... c'est pas une conception, mais c'est un... ça retourne aux bases comme la création du Canada. C'est l'idée de la conquête, puis on se fait... Il y a comme un groupe extérieur à nous. L'idée du colonisateur colonisé, c'est quelque chose de particulier quand même. Ben, c'est très actuel comme réflexion, ça, c'est certain. Bon, j'ai parlé des différentes interprétations entre la conquête comme événement providentiel qui a été bénéfique pour le Canada français versus ce qui a été un traumatisme. Bon, j'ai fait allusion à Thomas Chappé et Lionel Groulx, c'est une version très 1940-1950 de ce clivage d'interprétation sur un événement important dans l'histoire du Québec. Hein, la conquête, peu importe ses ramifications, c'est un moment important. La preuve, tous les historiens sont obligés d'en parler. Hein, dans la mise en récit, il y a certains événements comme ça qui sont des tournants. Les rébellions en 1737-38 en sont un. Peu importe ce qu'on veut faire dire à l'histoire ou ce qu'on cherche à expliquer, peu importe la mise en récit, il faut en parler. C'est essentiel. Ce sont des éléments clés. La conquête, c'en est un autre. Après, quel sens est-ce qu'on lui donne? Comment on organise l'information pour que ce soit intelligible? Bon. Groulx et Chappé avaient leur querelle. Les autres historiens, dans les années 60-70, ont commencé à tabler sur la question de est-ce que le Québec est une société en retard à cause de la conquête et de la perte de ses élites? Hein? C'est le fameux débat de l'École de Montréal, l'École de Québec. Bon, une école plus nationaliste disait, bon, l'une des raisons du retard économique de la province et de la nécessité de la Révolution tranquille à faire un rattrapage hein, au niveau de l'économie et du développement des Canadiens français au Québec, c'est parce qu'au moment de la conquête, les Britanniques ont pris des positions, l'élite française de l'époque a quitté. Bon, on est sorti de ce débat-là, mais quand même, il y a toute la question de est-ce que la conquête a colonisé le peuple canadien-français? Puis si oui, dans quelle proportion? Puis si les Canadiens français ont été colonisés et ont été désavantagés, est-ce que ça veut dire qu'ils sont des victimes au même titre que les peuples autochtones? Ou au contraire, comme vous l'avez dit, ce sont à la fois des gens qui ont vécu le colonialisme d'une autre partie du Canada, en l'occurrence canadien-anglais, et à la fois opprimés comme colons les peuples autochtones qui étaient sur le territoire. Ça, c'est une question qui est assez quand même controversée, surtout présentement. Je pense de plus en plus, j'imagine. Bien, de plus en plus parce que les Québécois prennent de plus en plus conscience de l'importance des Premières Nations dans l'histoire du Québec, alors que longtemps, les historiens comme la population générale n'ont pas porté attention à ces individus et à ces nations comme des acteurs de l'histoire. L'historiographie a tendance à dire, bon, après la conquête ou après les guerres de 1812-1815, hein, les guerriers autochtones ne sont plus utiles à la couronne, donc on les délaisse et à partir de ce moment-là, le Québec s'industrialise, on devient une nation prospère, puis les autochtones qui sont à la course à la fourrure dans les bois sont plus vraiment importants. Bon, ça c'est une version qui est très schématique, qui est très limitée, puisque les communautés autochtones ont toujours fait partie de l'histoire et ont toujours cherché à demeurer des acteurs importants dans le développement de la province, hein, à bénéficier des interactions puis des opportunités économiques qu'amène la présence coloniale.
Et c'est la société coloniale elle-même qui a cherché à les exclure. Hein. Cette idée du Québec comme une simple victime des Britanniques qui aurait été victime au même terme que les Premières Nations, c'est évidemment une version qui ne tient pas la route, puisque la société québécoise elle-même est une société issue d'un colonialisme de peuplement. Hein, quand on a ouvert des régions au 19e siècle, que ce soit en Gaspésie ou au Saguenay, le mythe de la colonisation est très fort. Et à l'époque, on disait « emparez-vous du sol hein, ». C'était une vision pour contrecarrer le colonialisme anglo-protestant. Et puis, mettre chez nous, dans les années 60, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, le développement de la baie James, c'est le colonialisme québécois dans le Moyen-Nord puis dans le Grand Nord. Il a été vécu par les Premières Nations comme une forme d'agression, une forme d'appropriation du territoire pour la société québécoise. Et c'est pour ça que les communautés Cris et Inuit ont forcé le gouvernement du Québec à signer les accords de la baie James et à négocier l'acquisition du territoire. Bon, c'était à force de manifestations, à force de mise en demeure et de coups d'éclat, puisque le gouvernement du Québec n'était pas proactif, évidemment, était en réaction. Alors oui, c'est le Québec comme société coloniale qui a eu son rôle à jouer dans le mouvement de colonialisation du territoire, mais aussi le Québec qui, à travers les congrès législatifs, à travers l'action du gouvernement provincial, a aussi eu à affirmer ses pouvoirs sur ses propres juridictions à l'intérieur d'un cadre qui était restrictif, c'est-à-dire celui du Canada, du fédéralisme canadien. C'est super intéressant. Je pensais pas qu'on allait genre dévier dans l'histoire du Canada puis ces concepts-là puis la conquête. Je me suis dit on va garder ça peut-être pour un autre épisode. Mais il y a beaucoup de matière à réflexion là-dedans. Ben, disons que c'est un avant-goût de ce que, à la fois en tant qu'historien, parce que j'enseigne l'histoire de l'Amérique du Nord autochtone et puis je suis spécialisé en histoire des relations entre le département des affaires indiennes, comme on l'appelait à l'époque, et les communautés autochtones. Mais aussi, qu'est-ce que l'historiographie peut nous donner? Parce que lorsqu'on enseigne la façon dont, par exemple, les communautés et les individus issus des peuples autochtones ont été mis en récit à travers l'histoire, bien, on voit aussi comment la société se raconte elle-même, comment les historiens puis comment les individus cherchent à se raconter et qu'est-ce qu'ils font de certains groupes. Est-ce qu'on fait une histoire vignette, hein, comme certains l'appellent des fois, en disant « voici la trajectoire historique du peuple québécois », puis à côté, il y a l'histoire des femmes. On a un petit encadré sur les nouveaux Québécois issus de la diversité qui se joignent à nous, puis en bas, il y a un petit encadré sur les Autochtones. Ou au contraire, on essaie de voir comment le Québec est une société complexe où, disons, les Canadiens français forment un groupe qui a évolué dans le temps et pas simplement un groupe qui marche vers l'indépendance, par exemple. Hein? Il n'y a pas une trajectoire rectiligne. L'historien organise les faits, fait une sélection, rend l'histoire intelligible, mais il y a moyen de le faire sans chercher à propulser un groupe vers un but précis. Ouais, quand on parle un peu de la mise en récit de l'histoire, il y a un certain aspect de comme création mythologique quand même quand on parle, mettons, d'une entité géopolitique. Le Canada a comme quand même intérêt à se définir en tant que comme groupe uni. Tu l'as mentionné tantôt, c'est pas nécessairement un groupe homogène. Il y a des vagues d'immigration subséquentes qui sont arrivées, qui ont formé différentes communautés à travers le Canada. Je suis plus exactement sûr comme lesquelles. Je sais que les prairies, si je me trompe pas, il y avait comme beaucoup de personnes de l'Europe de l'Est qui sont arrivées à un certain moment. La côte ouest n'est pas exactement pareil. Ceci dit, tu sais, quand il parle du Canada, on parle comme du Canada comme grande entité politique qui a en commun, tout le monde au Canada a en commun les grands espaces. C'est un de mes profs qui me disait, comme ils ont fait des études là-dessus, puis tout ce qu'on a en commun, c'est juste les grands espaces. Oui, il y a une mythologie du Nord, puis les grands espaces, effectivement, où, ironiquement, la grande majorité de la population vit le long de la frontière américaine ou du sud du Canada.
Mais on a cette représentation de nous-mêmes à travers les Rocheuses et les grandes prairies ou les forêts boréales. Ces représentations à part, c'est certain qu'il y a une volonté au Canada, au niveau à la fois institutionnel et au niveau de certaines populations, de se distinguer des États-Unis. Et pour le Québec, c'est assez simple, hein? Je veux dire, une société distincte, une société qui parle français, qui était... on peut multiplier les références sur le Front catholique et l'enracinement dans le territoire qui date de la Nouvelle-France, etc. Souvent, au Canada anglais, on voit l'assurance maladie, des fois Tim Hortons, des fois un club de hockey comme une façon de se distancer du Canada. Et évidemment, ça fait les gorges chaudes souvent des commentateurs québécois qui regardent ça et puis qui se disent, franchement, c'est pas très sérieux baser son identité là-dessus. Une chose qui est certaine, c'est que pour le Canada, diverses communautés, vous l'avez dit, l'Ouest a été peuplé en grande partie de l'immigration du début du 20e siècle ou de la fin du 19e qui venait de l'Europe de l'Est. Il y a une grande communauté japonaise et chinoise dans les provinces du Pacifique, dans la Colombie-Britannique notamment. Comment réconcilier les différentes identités et mémoires nationales dans un pays? Au départ, on avait l'idée de deux peuples fondateurs. La fameuse commission sur le biculturalisme et le bilinguisme cherchait à imposer, disons, la vision d'un Canada qui avait été créée par deux grands peuples fondateurs, canadien anglais, canadien français, vision à laquelle Pierre Elliott Trudeau s'est opposé pour essayer d'imposer une nouvelle version du Canada comme un État multiculturel, où tout le monde se rassemblait dans un grand tout homogène, qui était le Canada, en gardant leur spécificité, et puis le Canada français était les Québécois, les Canadiens français étaient une de ces minorités ou un de ces groupes culturels. Et on a même dit des choses quand même qui sont assez fortes, comme quand Justin Trudeau dit que le Canada est le premier État postcolonial, parce qu'on n'a pas vraiment d'identité nationale, mais qu'au contraire, on est multiculturel, on est ouvert, et puis on est pacifiste, et ce mythe qu'on a construit du Canada, quand même, si on étudie l'histoire, et puis là, les gens, ils s'en rendent compte assez violemment aujourd'hui dans les médias, quand ils lisent sur les pensionnats autochtones et puis sur les fosses communes des enfants inhumés victimes de la maltraitance dans les pensionnats autochtones, mais on voit bien que cette image du Canada comme, disons, pacificateur, comme creuset où tous les peuples viennent se mélanger pour contribuer à une société meilleure en Amérique du Nord, ça ne tient pas vraiment la route. Tout comme quand on parle des monuments et puis qu'on fait de John A. Macdonald un de ces bâtisseurs du Canada multiculturel. La ministre Mélanie Joly a déjà dit John A. Macdonald était le premier ministre qui a fondé la vision multiculturelle du Canada. Là, tout de suite, les historiens étaient là pour dire attendez, la taxe sur l'immigration des Chinois, l'exclusion des minorités, la répression de la résistance métisse, les pensionnats autochtones, la liste est longue. Cette idée qui contrevient au mythe fondateur qu'on essaie de se créer. Alors l'histoire, c'est aussi ça. Les historiens sont aussi là pour ça. C'est départager entre ce qui s'est passé, l'histoire, et puis les récits, la mémoire collective qui se forme ou à laquelle les gens adhèrent. Il y a comme un peu une différence entre le désir politique d'avoir comme une identité homogène puis les récits naturels que les gens ont d'eux-mêmes puis de leur propre communauté. Des fois, oui, puis ça ne part pas nécessairement de mauvaises intentions. Je prends l'exemple pour revenir à la question du Québec et des Premières Nations. Cette histoire qu'on aime se raconter au Québec, que on est né à l'enfance de notre société, à la Nouvelle-France. Il y a eu une alliance, une histoire commune avec les Premières Nations, et on entend aujourd'hui, vous voyez, il y a eu un métissage, et les Québécois, ce sont des frères des Autochtones, et nous sommes tous les deux victimes à cause des méchants Anglais qui sont arrivés durant la conquête. Et donc, il faut retrouver cette histoire commune. Et ça part d'une bonne volonté, ça part d'une volonté de remettre les Premières Nations comme des acteurs dans l'histoire du Québec, sauf que c'est fait de manière maladroite dans le sens où on vient enlever la part du Québec comme société coloniale dans le discours en rejetant le blâme sur des facteurs externes. Les Anglais,
la colonisation ou, disons, les facteurs géopolitiques. Alors que la réconciliation, c'est pas seulement de dire par le passé nous étions frères. Hein, il y a il y a un livre d'histoire qui s'appelle d'ailleurs A-t-on oublié que nous étions frères, hein, ou quelque chose comme ça. Là. C'est plutôt de voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une divergence qui a mené à la situation actuelle, c'est-à-dire au racisme systémique, aux horreurs qu'on voit dans les centres hospitaliers, à la dépossession du territoire. Alors, une fois qu'on regarde ça en face, ben, on peut choisir ou non d'agir. Hein? Le gouvernement, puis les gens qu'on va élire peuvent choisir ou non d'aller à l'encontre de ce colonialisme de peuplement qui s'est déployé tout au long du 19e et du 20e siècle, mais au moins, on va pouvoir nommer les choses. Puis on va pouvoir agir si les décisions ne sont pas en accord avec nos volontés, c'est-à-dire aller ou non vers la réconciliation, redonner une place plus importante aux communautés autochtones dans à la fois l'espace politique, mais dans l'espace économique au Québec. Dans ce sens-là, il y a comme l'histoire a un peu une pertinence sociale. Bien, il y a un rôle social à l'histoire. Hein. L'histoire, il y a à la fois une dimension sociale, répondre à des interrogations, répondre à des questionnements. Il y a une dimension de divertissement. Hein. On peut faire l'histoire du Vespa ou, je sais pas moi, l'histoire des petits gâteaux vachons, ça se fait d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a une très grande pertinence sociale à cette histoire? Probablement pas. Est-ce qu'il y a une valeur scientifique? Ben oui, il y a quand même une valeur scientifique à ces objets historiques. Alors, il y a ces trois dimensions, divertissement, dimension sociale, dimension scientifique. Les trois peuvent cohabiter, ou au contraire, elles peuvent être plus ou moins distantes. Si on fait l'histoire de la monnaie de carte en Nouvelle-France, ben, c'est très intéressant comme objet scientifique, savoir comment circulait la monnaie, etc. Et il se peut qu'à la fin, la pertinence sociale ou les réponses auxquelles les réponses que cette histoire amène aient plus ou moins de résonance dans la société contemporaine. Ça ne veut pas dire toutefois qu'il n'y aura jamais de résonance. Si on vit une crise économique et qu'on cherche des solutions à cette crise économique et puis qu'un jour on se tourne vers d'anciennes pratiques, pour savoir l'histoire de la monnaie ou l'histoire de la taxation, par exemple, pour voir pourquoi aujourd'hui on en arrive à une situation d'inégalité par rapport aux revenus à la taxation, bien, tout d'un coup, ces histoires-là prennent une plus grande pertinence sociale. Alors, c'est des choses qui fluctuent dans le temps selon l'insertion de l'historien dans son temps présent. C'est dans ce sens-là, des fois, que les gens ils peuvent dire qu'on regarde d'où on vient pour savoir où on va. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce qu'il y a des pièges à ça? Mais pour un historien professionnel, se faire dire que l'histoire, c'est apprendre des dates ou ça sert à savoir d'où l'on vient pour avoir une meilleure idée d'où on va, ça commence à être un peu irritant à la longue, puisque l'histoire, c'est pas tellement... c'est des lieux communs qu'on se raconte, là, mais l'histoire, c'est pas tellement ça, en fait. Quand on pense à savoir d'où l'on vient pour avoir une meilleure idée de vers où on va, ça fait vraiment appel à la mémoire collective puis à la représentation qu'un peuple ou qu'une communauté ou qu'une famille se donne d'elle-même, par exemple. L'historien, lui, il va plus aller chercher à la fois une collection de faits, d'interprétations, mais pour montrer certaines différences, pour montrer, vous voyez ce qui se passe quand on pense à la pandémie actuelle, par exemple. On a beaucoup de gens qui font des comparaisons avec la grippe espagnole. Bah, oui, les historiens pourront être là pour expliquer dans quelle mesure certaines choses se ressemblent, mais il y aura toujours un historien pour dire « mais attendez, c'est pas pareil ». Ben, c'est pas pareil parce que oui, il y a une étude du passé, il y a une étude des faits, il y a un retour aux sources, et on voit qu'il y a des différences fondamentales. Bon, après, l'histoire, elle permet d'expliquer certaines choses. Lorsque on pense au système hospitalier actuel et les témoignages que l'on a de communautés autochtones ou d'individus qui souffrent du racisme systémique dans le milieu hospitalier, ben, on peut regarder comment est-ce que ce système de santé s'est construit. On peut retourner dans l'histoire pour voir quelles sont les représentations des Autochtones qui ont été véhiculées par ce système. Notamment, on a beaucoup insisté lors des campagnes de vaccination contre les maladies infectieuses et puis lors de la lutte contre la tuberculose pour montrer que les Autochtones étaient des vecteurs de ces maladies comme des potentiels infectieux dangereux pour les communautés de colons.
Bon, alors ça, c'est un héritage que l'on a, hein, la représentation de l'Autochtone, non pas comme un patient, mais comme un danger, un vecteur de maladie pour la société coloniale. Bien, il y a une histoire à ça, à ces représentations-là. Puis si l'historien se penche là-dessus, puis est capable de démontrer dans quelle mesure nos systèmes actuels sont les héritiers de ces représentations, puis de ces histoires coloniales, bien, ça nous permet d'expliquer comment on pourrait améliorer les choses ou on pourrait agir en conséquence. Alors, l'idée de reconnaître un racisme systémique dans le milieu hospitalier, par exemple, c'est pas simplement un contexte ou une idée philosophique, c'est aussi une idée historique. Il faut représenter comment ce racisme systémique a été construit, imbriqué, pour être capable de, par la suite, s'en défaire, pour être capable de décoloniser le système de soins. Il y a une dimension historique. Il y a évidemment des dimensions sociologiques, il y a des dimensions qui sont très actuelles, mais il y a une dimension historique qui mérite le travail sérieux d'historien pour aller aux sources, voir comment ces systèmes se sont construits. Oui, parce que des preuves matérielles de ces choses-là. Donc, l'historien va aller fouiller, ramasser, trouver des... Il va trouver des preuves. L'historien, il va poser une question. Et puis bon, je prends l'exemple du système de santé. C'est un exemple sur lequel j'ai travaillé récemment. Ma question, c'était comment est-ce que le déploiement de la vaccination contre la variole dans les années 1850 à 1880, par exemple, au Québec, a eu un impact sur la représentation qu'on se donne des communautés autochtones sur le territoire. Bon, alors là, pour répondre à une question comme ça, bien, premièrement, il faut savoir, est-ce que je vais avoir des archives, est-ce que je vais avoir des preuves de ça? Et donc, souvent, la question de l'historien, elle est un peu orientée, puisque il faut savoir dans quelle archive aller fouiller. C'est ça le travail d'un historien aussi lorsqu'il se forme, c'est d'apprendre quelles sont les ressources en archives, comment y accéder et comment les interpréter dans un tout qui est intelligible, dans un récit qui est intelligible. Bon, alors il se trouve qu'il y a eu des efforts du gouvernement colonial dans la deuxième moitié du 19e siècle pour vacciner les Autochtones. Et là, on se demande quel était l'intérêt. Et souvent, on voit qu'à travers des récits de médecins sur le terrain ou des députés, par exemple, dans les régions coloniales comme du Saguenay, puis de l'Outaouais, où il n'y avait pas beaucoup de services médicaux, les médecins mettent de l'avant le besoin du gouvernement de vacciner les Autochtones pour protéger la population coloniale. Et c'est comme ça qu'un discours sur les Autochtones comme vecteur de maladie se met en place. Alors ça, c'est des preuves tangibles que l'on a et qu'on peut obtenir. Il faut remercier la bureaucratie de laisser des traces des iniquités qu'on a dans le système présent. Bien, c'est certain qu'au niveau de l'histoire autochtone, en tout cas, au 19e siècle, il y a une espèce de fascination ou de crainte ou d'hyper-bureaucratisation de la part des gouvernements où on cherche à contrôler les corps et les individus autochtones, donc on les surveille de près. Hein, et en les surveillant de près, on crée une très grande masse documentaire qui permet d'avoir une certaine vision de l'histoire autochtone et des relations avec l'État. Après, c'est pas l'histoire que les communautés autochtones elles-mêmes se racontent. Mais ça, l'historien n'est pas nécessairement là pour raconter l'histoire des autres. L'historien est là pour raconter une histoire qui fait du sens et il y a de la place pour une diversité d'interprétations, qu'elles viennent des communautés et ou de l'histoire institutionnelle. On l'a mentionné au début de l'entrevue, on a fait allusion tout au long, l'historien fait une mise en récit. Ce qui implique souvent un début, puis comme une fin ou une finalité. Tu as mentionné Francis Fukuyama et son livre The End of History. Premièrement, est-ce qu'un travail littéraire comme à l'écriture de l'histoire? Oui, il y a un travail littéraire duquel l'historien auquel il ne peut pas échapper. J'ai parlé des premiers Grecs, Hérodote, Thucydide, eux. On voit bien que l'événement, par exemple, Thucydide, les guerres du Péloponnèse, c'est ça qui l'intéresse, mais ça intervient seulement à peu près au livre 4 de son récit en 9 tomes, si je me rappelle bien. Alors, tout ce qui vient avant fait partie intégrante de l'histoire. On a un événement, puis il faut le situer dans le temps pour en dégager un certain sens. Bon, il est possible de faire une histoire
où il n'y a pas de récit narratif. C'est une suite de faits, c'est une suite d'événements. Souvent, c'est une histoire où il y a de très, très longues citations. Là, on pense à des historiens comme Bibot au 19e siècle, où, bon, aller lire ça, c'est assez aride, puis, pas très intéressant à lire. Et donc, la mise en récit est importante. Et souvent, les meilleurs livres d'histoire, ou les livres d'histoire qui vont avoir, je ne devrais pas dire meilleurs, mais ceux qui vont avoir une plus grande résonance, c'est souvent des livres qui sont très littéraires, donc qui amènent un certain plaisir à la découverte de l'histoire. Est-ce qu'il y a comme une certaine naïveté à vouloir comme assigner une certaine fin à l'histoire? Ça peut être pas nécessairement comme une fin genre the end, mais une fin soit politique ou littéraire. Ben, vous l'avez dit, hein, l'histoire, il y a un début, un milieu puis une fin. S'il n'y a pas de fin, au terme de lecture, on se dit « et puis ». Tu sais? En anglais, ils diraient « and so what ». Qu'est-ce que ça amène? On peut faire l'histoire d'un événement, et on pense à l'histoire bataille. Hein? Les Français sont arrivés en 1914, ils ont pris 2 pouces de terrain, après les Allemands ont creusé une tranchée, ils ont repris 2 pieds de terrain. Bon, ça peut être fastidieux. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça ne nous dit pas grand-chose au bout de la ligne. Alors, pour que l'histoire fasse du sens, hein, pour qu'on soit capable d'intégrer un événement ou un phénomène historique dans une trame qui est intelligible, donc on comprend en quoi cet événement a été important, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences, ben, il faut nécessairement qu'il y ait une certaine fin. L'historien va avoir un point de vue sur son objet lorsqu'il va être capable de dégager, OK, cet événement-là, quelles en ont été les conséquences? Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire avec un grand H, puis qu'on vit heureux dans un monde mercantile, ou au contraire que c'est les lendemains qui chantent du communisme, mais ça veut dire qu'il y aura toujours de la place pour les historiens, puisque cette fin-là, elle est toujours à réinterpréter. La signification, par exemple, du référendum de 1995, ben, il va être remis en cause dès le moment où soit il y a un nouveau référendum qui est gagné, soit il y a un nouveau référendum qui est perdu, soit il y en a... Vous voyez, le sens va changer. De la même manière que si le référendum avait été gagné, ben, les rébellions de 1837-38, ça aurait été l'antichambre de l'indépendance du Québec, vous voyez. Alors, les événements du passé sont sujets à être réinterprétés. C'est pour ça que ça n'existe pas une histoire définitive du Québec, une histoire définitive du mouvement ouvrier. Vous voyez, des choses comme ça qui sont constamment à être réinterprétées selon l'inscription d'un historien puis de sa société dans le temps présent. Ça m'amène à mes 2 dernières questions de l'entrevue. Une que je ne sais pas si on y a amplement répondu déjà, mais je vais la poser pareil. C'est que, vu qu'il y a toujours une interprétation à faire des événements, nécessairement il y a un biais de l'historien. Est-ce qu'il y a une manière d'éviter ces biais-là? Parce qu'on peut dire comme, ça c'est les causes et les conséquences, mais elles peuvent être teintées par une vision particulière politique de l'historien. Est-ce qu'il y a une manière d'éviter les biais quand tu écris l'histoire? Ou... Ben, avant de répondre à ça, je dirais une des choses intéressantes des moments qu'on vit depuis le début de la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à relativiser, disons, la scientificité de certaines approches. Hein, le fait qu'on se faisait dire souvent, ben, c'est des consensus qui amènent les faits scientifiques. Et quand on dit on prend des décisions qui se basent sur la science, bien, on se base sur les consensus qui sont établis par les communautés d'une certaine discipline. Hein, vous voyez, que ce soit en termes de santé ou que ce soit en termes de, disons, politique économique. On se base sur ce qu'on pense être les meilleures pratiques, les consensus, et c'est appelé à changer dans le domaine scientifique comme dans le domaine historique. Alors, on parle beaucoup, là, les historiographes, on est très prompts à, disons, relativiser la scientificité de l'histoire parce qu'on voit comment les autres historiens ont eu des interprétations auxquelles, aujourd'hui, on n'adhère pas nécessairement. Bon, cela dit, il y a des manières, et c'est ça qu'on enseigne dans les cours de méthodologie, c'est pour ça qu'il y a des baccalauréats, des maîtrises et des doctorats en histoire, c'est parce qu'il y a des méthodes à suivre, il y a des bonnes pratiques pour éviter justement
des dérives du type de celle de Lionel Groulx, hein, où on inféodait l'histoire à une idéologie. Bon. Alors, ne pas seulement se fier à une source, par exemple, hein, croiser des sources. Je vous donne un exemple. Lorsque Samuel de Champlain écrit dans les années 1630, qui a dit à des chefs autochtones en Nouvelle-France qu'il voulait créer une société métissée. Alors, beaucoup d'historiens ont utilisé, certains historiens devraient se dire, ont utilisé ça pour démontrer, bien, vous voyez, la Nouvelle-France, c'était une société ouverte sur les Autochtones et les Québécois sont un peuple métissé depuis les origines. Ben, si vous prenez au contraire les travaux de Gilles Lafargue ou même de ma collègue Dominique Deslandres, ils ont bien démontré que cette volonté de Champlain était une volonté politique pour assimiler les Autochtones dans le creuset français de la colonie et qu'il n'y a pas eu de métissage au final au sens de deux peuples qui s'allient pour fonder une nouvelle nation. Au contraire, c'était une entreprise coloniale. Bon, alors si on se fie seulement au document de Champlain, on peut dire, ben vous voyez, hop, Québec, société métissée. Alors que la réalité du travail de l'historien est plus complexe. Il faut voir aussi, bon, Champlain, c'était un acteur sur le territoire, il nous a laissé une version. Quels sont les autres documents, les autres versions auxquelles on peut avoir recours pour essayer de faire sens ou de recréer vraiment, de savoir ce qui s'est passé? Pour finir l'entrevue, c'est une question peut-être un peu ordinaire, mais comment on anticipe l'avenir de l'historiographie, de la création de l'histoire? Ça va être quoi sa place au sein de la société et au sein du politique? Bon, les historiens sont généralement pas les meilleurs pour être prophètes, mais je dirais, en ce moment, on voit bien que il y a une demande pour l'histoire. Il y a toujours eu une certaine demande, mais je le ressens en tout cas de manière particulière lorsque on reçoit des demandes d'entrevues à Radio-Canada ou lorsqu'il y a des moments dans les journaux, ou lorsqu'il y a des moments qui se produisent, par exemple le déboulonnement d'une statue, la découverte des corps autochtones, d'enfants autochtones. Alors, on se tourne vers les historiens notamment pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe, puis donner un sens pour la société contemporaine. Donc ça, c'est un bon C. On voit les historiens comme des gens qui sont capables non pas seulement d'énumérer des opinions, hein, puis de donner leur point de vue, parce que des chroniqueurs, il y en a beaucoup, mais on les voit comme des gens qui ont une discipline sérieuse, scientifique, qui sont capables d'amener certaines interprétations qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe au temps présent. Donc ça, c'est bien. Et c'est appelé à se poursuivre, je crois. Un des défis auxquels l'historien doit répondre aujourd'hui, c'est la disciplinarisation. Hein, la scientificité de l'histoire amène son lot de défis parfois, parce qu'on est des chercheurs, des enseignants, mais aussi surtout des chercheurs, et on a besoin de fonds pour faire la recherche, pour aller dans les archives. C'est l'historien qui graffonne tout seul, qui gratte le papier tout seul là, dans son bureau, là, ça existe pas, ou ça existe presque que plus. Et donc, c'est des subventions de recherche qu'il faut écrire, il faut convaincre les jurys que notre projet mérite d'être financé par des fonds publics. Alors, ça amène aussi un changement de priorité parfois, et puis peut-être une plus grande poussée vers des enjeux qui semblent avoir une plus grande résonance sociale actuelle. Alors, le défi de l'histoire, c'est de ne pas être instrumentalisé dans l'avenir par les priorités changeantes, hein, des gouvernements puis des opinions publiques, mais bien de garder une certaine indépendance par rapport à ces objets de recherche, puisqu'on sait pertinemment toutes les questions auxquelles répond l'historien vont trouver leur pertinence un jour, bien que peut-être aujourd'hui ça apparaît comme trivial, mais à un certain moment, l'histoire autochtone c'était vu comme marginal, comme quelque chose de pas important, alors qu'aujourd'hui, c'est sur le devant de la scène et on a de plus en plus d'historiennes et d'historiens qui sont embauchés dans les universités pour enseigner cette histoire autochtone, pour remettre de l'avant une nouvelle histoire, une nouvelle interprétation de l'histoire. Alors pour ça, au départ, il a fallu qu'il y ait des gens qui s'y intéressent au-delà des priorités du jour. Et ça reste à la fois un défi, mais aussi un bel avenir, une belle source d'avenir pour la discipline historique.
Mathieu Arsenault, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On va rester aux aguets. Je pensais à des amis qui me disaient que il faut se raconter l'histoire québécoise, il faut avoir des héros québécois. On se raconte pas nos héros. Il y a d'Iberville, tu sais. D'Iberville, c'est un héros, c'est un gars qui était cool, là, il s'est battu contre les Anglais, puis tout ça. Puis ça serait le fun d'avoir un héros. Tu y penses, puis ce gars-là, il a comme bombardé des villages, puis il a comme saccagé des endroits, tu sais. Est-ce qu'on veut vraiment comme l'avoir comme héros ou est-ce que c'est correct de se rappeler de ces personnages-là, mais c'est quoi l'intérêt ultime de comme mettre des effigies de cette personne-là, tu sais? Que ce soit abstrait ou pas? Ben, l'historien n'est pas là pour créer des héros ou des monstres ou poser un jugement. Hein? Le jugement en histoire, c'est probablement le péché capital de l'historien. Alors, on va au contraire essayer d'expliquer les choses. Et puis bon, l'enjeu de la commémoration, de la mémorialisation des personnages, en faire des héros ou les mettre sur des piédestals, hein, c'est ça une statue, c'est élever quelqu'un au-dessus de la personne le personnage historique qu'il était. Hein, c'est en faire des gens plus grands que nature. Alors ça, on est dans la mémoire, on est dans la commémoration, et puis on est justement dans des versions de ce récit national que l'on se raconte. Alors, l'historien est là pour justement mettre ça en perspective et cette envie de se trouver des héros ou raconter une histoire qui est belle pour inspirer la fierté nationale, ben ça, c'est une commande qui est soit politique ou idéologique, mais disons que l'historien professionnel cherche à s'en détacher le plus possible. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, parce que ces choses-là, ils ont eu lieu dans des contextes particuliers avec comme des causes et des conséquences précises aussi. C'est pas juste... Ben, c'est ça, les enjeux, les monuments, les enjeux de mémoire, ils font partie d'une volonté de certains groupes de s'approprier l'espace public pour y porter un message. Et ces messages-là, ils peuvent être remis en question, hein, puis bon, ils le sont aujourd'hui d'ailleurs. Mm-hmm. Mais c'est quand on s'attaque à une statue de Johnny MacDonald, on ne s'attaque pas à l'histoire, on s'attaque à la mémoire et aux groupes d'influence qui ont voulu célébrer une certaine vision de l'histoire à travers la mise en place de ces monuments dans l'espace mémoriel et public. Ouais, c'est ça. Parce que tu enlèves les statues, nécessairement que tu oublies soudainement que cette personne a existé et qu'est-ce qu'elle a fait. Ben c'est ça. Les historiens vont toujours parler de Johnny MacDonald. C'est pas parce qu'on l'enlève de l'espace public qu'on enlève sa célébration de l'espace public qui est effacée de l'histoire. Hein. Les historiens ils ne cancellent pas. Il n'y a pas d'annulation de personnages dans l'histoire. Mm-hmm. Au contraire, on va les mettre en perspective et on va pouvoir montrer comment ils ont un impact négatif, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est pas une longue marche dans les prairies heureuses de la nation. Là. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas mentionné, mais aux États-Unis, les statuts confédérés, ça fait... c'est une controverse, là. Mm-hmm. Ces gens-là, puis... je sais pas à quel point tout ça, c'est exactement vrai. J'ai vu une vidéo sur YouTube, tu sais. Essentiellement, les statuts confédérés, c'est une commande politique. C'est pas des statuts comme ancestrales. Ça provient d'un certain temps. C'est des produits de masse. Ils sont là comme pour comme investir l'espace public d'une certaine idéologie. Mm-hmm. Oui, mais c'est Order of the Daughter of the Confederacy. Là. C'est un mouvement, c'est un groupe d'intérêt du 19e siècle qui a mis de l'avant cette politique pour redéfinir l'image des soldats confédérés puis de la cause. Hein, on appelle ça the lost cause. Hein, on disait que, dans le fond, c'était pas une guerre pour l'esclavagisme, c'était une guerre pour les droits régionaux et puis contre la centralisation et tout ça. Alors, c'est évidemment une entreprise de redéfinition
de l'histoire de cet événement-là à travers des outils didactiques comme les statues. Et la majorité des monuments, de toute façon, sont des œuvres du 19e siècle et à Montréal également. Là. Et on pourrait penser au monument de John A. Macdonald comme un peu dans la même lignée. Hein. Ce sont des groupes, dans le cas de Montréal, ce sont des groupes de bourgeois du 19e siècle qui se sont mis ensemble pour créer un comité, pour créer un monument. Puis, il y avait une visée idéologique, politique derrière ça. Il y avait un message qu'on voulait passer. Et dès sa fondation, je pense qu'elle a été inaugurée en 1895 ou 13, là, il y avait des manifestations, puis il y avait des messages contradictoires. Il y avait des gens qui s'opposaient à cette statue. Donc, c'est pas nouveau, hein, ce phénomène de contestation de l'utilisation de l'espace public à des fins mémorielles. C'est super intéressant.